Joséphine Earp est aujourd'hui surtout connue pour avoir été l'épouse de fait du célèbre homme de loi et joueur Wyatt Earp, mais sa vie reste entourée de mystères. Rejoignez-nous pour remonter aux États-Unis du 19e siècle. Joséphine Sarah Marcus est née en 1861 à New York. Ses parents étaient des immigrants juifs venus de l'ancienne Prusse, aujourd'hui en Pologne. Comme de nombreux nouveaux arrivants sur la côte est-américaine au XIXe siècle, la vie était difficile pour la famille Marcus. En 1868, alors que Joséphine avait 7 ans, ils prirent un bateau vers le Panama, puis remontèrent jusqu'à la ville en expansion de San Francisco. Ici, Henri Marcus, le père de Joséphine, a trouvé un emploi de boulanger, et sa famille s'est installée dans un certain confort, bien que loin de la richesse. Les détails de la jeunesse de Joséphine, et en fait d'une grande partie de sa vie ultérieure, sont compliqués par 2 facteurs. Joséphine était d'abord une célèbre menteuse. Plus tard dans sa vie, après avoir acquis une certaine notoriété et célébrité, elle inventait ou modifiait régulièrement des détails de sa jeunesse. Deuxièmement, de nombreux faits de sa vie dans l'imaginaire populaire sont basés sur un livre paru en 1976 intitulé « J'ai épousé Wyatt Earp », les souvenirs de Joséphine Sarah Marcus Earp. Écrit par Glenn Boyer, une connaissance de la famille Earp, ce livre s'appuie surtout sur les récits des proches de Wyatt et Joséphine, ainsi que sur des documents qu'il disait posséder sur la vie de Joséphine. Cela incluait une mémoire apparemment écrite par Joséphine elle-même. Cependant, bien que le livre soit devenu un best-seller et ait été utilisé pendant de nombreuses années comme une référence majeure sur la vie de Wyatt et Joséphine Earp, dans les années 1990, des recherches approfondies ont déterminé qu'une grande partie de ce que Boyer avait écrit était soit complètement inventé, soit que la vérité avait été modifiée pour offrir un récit plus coloré. Ainsi, les récits de la vie de Joséphine sont compliqués par sa propre duplicité, puis par celle de Boyer, près d'un siècle plus tard. Ce qui semble relativement clair, c'est que Joséphine Marcus a quitté la maison familiale à San Francisco vers 1874, alors qu'elle n'avait que 13 ans. Des années plus tard, elle a raconté dans ses mémoires qu'elle se souvenait avoir embrassé sa mère sur la joue pour lui dire au revoir, comme si elle partait à l'école et n'était jamais rentrée à la maison. Selon ses propres mots, il y avait trop d'excitation dans l'air pour rester une enfant. Ensuite, elle a travaillé à plusieurs endroits en Californie et jusqu'à l'est de l'Arizona. Il est également possible qu'elle se soit livrée à la prostitution durant ces années sous le nom de Sadie Mansfield. Vers la fin des années 1870, elle aurait travaillé comme danseuse burlesque. Il était sûrement difficile d'être à la fois prostituée et danseuse burlesque à cette époque, ce qui a poussé Joséphine à vouloir changer son histoire par la suite. En fait, dans ses mémoires, elle qualifie cette période de sa vie de grand mauvais rêve. Quelle que soit la vérité sur ses dernières années d'adolescence et ses débuts à l'âge adulte, nous savons une chose avec certitude. À la fin des années 1870, elle a commencé une relation avec Johnny Behan. Selon un récit haut en couleur de leur rencontre, Joséphine se trouvait dans une diligence en route pour l'Arizona. Mais quand des Apaches Yuma renégats ont fui leurs réserves pour rejoindre leurs anciens territoires en guerre, elle a été emmenée dans un ranch voisin pour sa sécurité. Elle y passa alors 10 jours avec d'autres passagers, dormant à même le sol, et c'est là qu'elle fit la connaissance de celui qui allait devenir son futur amour, Johnny Behan. Quelle que soit la vérité sur leur rencontre, on sait qu'ils ont vécu un temps en Californie, puis ont déménagé en Arizona, où ils ont vécu à Tip Top. Cependant, ils n'y restèrent pas longtemps et en septembre 1880, le couple déménagea vers une nouvelle colonie récemment créée dans le sud-est de l'Arizona. À la fin des années 1870, elle s'appelait Tombstone. Tombstone est née de la ruée vers l'argent. En 1877, Edgley Flynn explora les collines à l'est de la rivière San Pedro en Arizona et découvrit rapidement d'importants gisements d'argent. Lui et un associé ont déposé une demande de propriété pour la veine, qu'ils avaient découverte, mais dès que la nouvelle s'est répandue, les gens ont commencé à affluer dans la région pour tenter de faire fortune dans les rivières et les collines du sud-est de l'Arizona. Alors que la ruée vers l'argent débutait, une colonie émergea rapidement. La ville champignon fut vite surnommée ironiquement Tombstone. Comme on l'avait prévenu avant son départ, Chifflin ne trouverait dans cette région de l'Arizona que sa tombe ou une pierre tombale.
Quand Joséphine et Johnny Behan arrivèrent à l'automne 1880, la ville comptait déjà plusieurs milliers d'habitants. Elle comptait 4 églises, un bowling, une école, 2 banques et un salon de glace. Alors que le Grand Hôtel avait ouvert récemment. Des ennuis sont aussi survenus à Tombstone. En 1880, il y avait de nombreux bordels, ainsi que 110 saloons et plus d'une douzaine de salles de jeu. Beaucoup de ceux qui arrivaient étaient des hommes rudes de la frontière, ainsi que des cow-boys et d'autres habitants de l'Ouest qui aimaient la boire et voler. Tombstone offrait de nombreuses opportunités pour les deux. Pour apaiser l'anarchie croissante, les autorités se sont vite tournées vers quelques célèbres hommes de loi arrivés à Tombstone. Virgil Earp était un adjoint du Marshal des États-Unis, et il fut le principal homme de loi à Tombstone durant la période suivante. Mais c'est son frère Wyatt Earp qui est bien plus connu. Wyatt s'était fait connaître comme homme de loi à Wichita et Dodge City, Kansas, dans les années 1870. En 1879, il est arrivé à Tombstone avec plusieurs de ses frères et John Doc Holliday, un dentiste et joueur, qui était un proche des Earp. Quand Joséphine et Johnny Behan sont arrivés en ville, les Earp et Holliday étaient déjà engagés dans une querelle croissante avec les Cowboys, dirigés par les frères McClory et Clanton. Cela allait bientôt aboutir à la fusillade, la plus célèbre de l'histoire de l'Ouest américain. Après leur arrivée à Tombstone, Joséphine et Johnny Behan furent rejoints par Albert, son fils de 8 ans issu d'un précédent mariage. Début 1881, quelques mois après leur arrivée à Tombstone, Joséphine serait partie à San Francisco avec Albert pour soigner ses problèmes d'audition. À leur retour, elle surprit Johnny au lit avec la femme d'un ami. En conséquence, elle l'a mis à la porte de la maison. Joséphine aurait peut-être commencé une relation avec Wyatt Earp quelques semaines après avoir renvoyé Behan. La chronologie reste floue et la liaison aurait été cachée, Earp étant déjà marié et sa femme l'ayant accompagné à Tombstone. On ignore à quel stade en était leur relation lorsque, le 26 octobre 1881, la querelle entre les Earp, les Clanton et les McClory a culminé après une série de conflits croissants. Virgil Earp, marshal de Tombstone, a décidé de désarmer les Cowboys ce jour-là. La fusillade qui s'ensuivit est devenue célèbre sous le nom de la fusillade de l'Hockey Corral. En 30 secondes d'échange de tirs, Virgil, Morgan et Doc furent blessés. Wyatt resta indemne. Billy Clanton et les 2 frères McClory ont été tués, mais Ike Clanton et plusieurs de ses alliés se sont échappés et une vendetta a continué pendant des mois. Alors que la vendetta se poursuivait, nous savons que Joséphine et Wyatt vivaient désormais pratiquement ensemble. Au printemps de 1882, elle partit pour San Francisco pour se faire discrète, utilisant le nom de Madame G. Earp. Cette année-là, le frère de Wyatt, Morgan Earp, a été abattu par le gang d'Ike Clanton. En réponse, Wyatt partit avec une troupe dans la nature sauvage de l'Arizona pour poursuivre les responsables dans ce qui est devenu connu sous le nom de la vendetta des Earp. Ensuite, il arrêta son peu de santé de il arrêta d'écrire à sa femme, manifestement décidée à la quitter. Plus tard, elle devint prostituée et mourut d'une overdose de laudanum. A l'inverse, Joséphine rejoignit Earp dans le Colorado au début de 1883 et ils se dirigèrent bientôt vers Eagle City, dans l'Idaho, une ville champignon de l'or et de l'argent nouvellement émergente, où Earp ouvrit un saloon appelé le White Elephants. Par la suite, ils repartirent tard pour la Californie. Ils passèrent 4 ans à San Diego, qui venait tout juste d'être relié au reste de l'Amérique, avec l'arrivée du premier chemin de fer à l'extrémité sud-ouest des États-Unis continentaux. Puis, en 1891, ils retournèrent à San Francisco, mais à ce moment-là, ils étaient relativement prospères, et Earp put acheter de nombreux saloons et salles de jeu à la fin des années 1880 et 1890. Joséphine et Wyatt se seraient finalement mariés en 1892 sur un yacht au large des côtes californiennes. Bien que cela soit attesté uniquement par les témoignages individuels de ceux qui étaient membres présents, aucun registre officiel de leur mariage n'a jamais été retrouvé. Ils ont continué à déménager fréquemment, même si les distances en ont été assez courtes. Par exemple, entre 1891 et 1896, ils ont passé la majeure partie de leur temps à San Francisco, mais ont déménagé dans au moins 4 maisons différentes. La relation des Wyatt était aussi orageuse. Elle le réprimandait souvent pour son échec financier, tandis qu'il l'appelait « Sadie », un nom qu'elle détestait car il lui rappelait son passé de prostituée et danseuse burlesque.
Ils partaient souvent en promenade pour s'éloigner d'elle et boire longuement. Tous deux ont eu des liaisons extra-conjugales et leur propre relation a peut-être été encore plus endommagée par l'incapacité de Joséphine à avoir des enfants. Elle avait été enceinte au moins 2 fois plus tôt dans sa vie, mais avait fait une fausse couche à chaque fois. À la fin des années 1890, Wyatt et Joséphine sont partis en Alaska, où ils cherchaient fortune pendant la ruée vers l'or du Klondike. Cela échoua aussi, et ils repartirent vers le sud, où, au début du XXe siècle, le couple recommença à bouger entre différentes villes de chercheurs d'or en Californie. Une de ces villes, dans le désert de Sonora, leur apporta quelques résultats, sans toutefois enrichir le couple. Néanmoins, ils achetèrent toute une cabane là-bas, et ce fut l'endroit où ils furent de plus installés que jamais auparavant au cours de leurs 30 ans de relation. Au début des années 1920, le couple vieillissant décida de passer une partie de l'été à Los Angeles, une ville qui devenait de plus en plus la capitale du divertissement en Amérique et où le nouveau média du cinéma était produit en grand nombre. De nombreux vieux cow-boys s'y étaient installés pour tenter de percer dans le cinéma. Wyatt s'est lié d'amitié avec plusieurs personnes et est devenu consultant sur certains films qui montraient comment était la vie à l'époque glorieuse du Far West. Il a également tenté de faire réaliser un film sur sa propre vie, mais cela n'a jamais été accepté de son vivant. Wyatt est tombé gravement malade en 1928. Les dernières années de sa vie, ainsi que celles de Joséphine par la suite, furent assez sombres. Toujours joueuse, elle avait développé un sérieux problème au fil des années et la pension qu'elle recevait de sa famille était souvent perdue au jeu dès qu'elle arrivait. Sa capacité à s'occuper de Wyatt était également assez limitée, et les témoins de sa dernière maladie avant sa mort en janvier 1929 affirmaient qu'aussi bien que Joséphine n'avait pas du tout bien rempli ce rôle. Joséphine a vécu jusqu'en 1944 et est décédée à l'âge de 83 ans. On sait peu de choses sur sa vie après la mort d'Earp. Sa renommée d'homme de loi, acquise des années plus tôt, avait attiré l'attention sur eux et son comportement est devenu de plus en plus étrange après sa mort. Un signe de cela fut qu'en 1939, elle poursuivit en justice les studios 20th Century Fox lorsqu'ils tentèrent cette rôle de sortir le film Wyatt Earp, Frontier Marshal, le genre de film qu'Earp avait cherché à faire réaliser de son vivant. Il est tout de même sorti, intitulé Frontier Marshal. Joséphine Earp a fini ses jours à Los Angeles, sa mort demeurant aussi mystérieuse que sa vie pendant les infâmes années de Tombstone. Bonjour à tous et merci de votre écoute. Je suis Briefcase et ma chaîne porte surtout sur les crimes historiques. Je voudrais remercier Forgotten Leaves de m'avoir donné l'opportunité de narrer ici, et si certains d'entre vous souhaitent visiter ma chaîne, il y a un lien dans la description ci-dessous. Et ne vous inquiétez pas, Forgotten Lives sera de retour la semaine prochaine.